Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie, c'est de raconter des histoires, mais seulement en musique, en apportant votre touche et celle de votre piano à des classiques. Vous leur avez permis d'être à nouveau dans la note. Bonjour Claude-Michel Schoenberg. Bonjour Jacques. Quel plaisir de vous retrouver parce que finalement vous êtes assez rare au micro et en France puisque vous vivez en Angleterre. On va évoquer bien sûr Les Misérables tout à l'heure puisqu'il y a une reprise au Châtelet dans quelques semaines. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours et il est important à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé une pour commencer qui est le 8 février 1964, votre première télé Ouest Panorama. Vous êtes au piano et vous présentez vos trois copains avec qui vous avez constitué un groupe qui s'appelle Les Vénètes. Absolument. Je me souviens pas exactement de la date. 64, mon Dieu, ça fait longtemps. Mais évidemment, on avait fait, je crois, à Rennes. Oui. C'était l'ORTF Rennes. Et on était impressionnés parce que le fait de faire une télévision, on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Et puis, il a fallu faire attention à ce qu'on ne se prenne pas pour des vedettes, parce qu'après avoir fait la télévision, tous les gens dans notre petite ville de Vannes nous reconnaissaient. Alors, il se trouve aussi que vous présentez vos trois copains qui sont des musiciens, vous êtes au piano et vous expliquez un petit peu que vous faites des chansons en anglais parce que au moins les gens ne les comprendront pas. Mais oui, non, mais à l'époque, à chaque fois qu'on présentait une chanson, on appelait ça la choucroute. On écrivait les chansons en choucroute. Oui. C'est-à-dire qu'on faisait des mots incompréhensibles qui n'existent pas, mais qui avaient une sonorité anglaise, parce qu'on trouvait que c'était très cool et que c'était facile de chanter en anglais, alors le français était plus dur. Donc, ou alors on faisait des chansons, et ces chansons-là, c'était des chansons en anglais, mais d'un anglais hyper basique. J'entends beaucoup de chansons actuelles qui sont du disco et tout ça, avec des paroles en anglais vraiment basiques, et les nôtres l'étaient encore plus. Alors, les Vénètes, c'est parce que vous êtes né à Vannes et qu'on appelle les habitants de Vannes les Vénètes ? Oui, enfin, les Vénètes, c'était une tribu qui arrivait de Germanie. Et c'est une tribu qui s'est divisée en deux, dont une partie est allée s'installer au nord de l'Italie pour donner la Vénétie et Venise, et l'autre est venue s'établir dans la région de Vannes, et ils ont occupé toute la région, parce que l'étymologie de Vannes, c'est Gwynedd, c'est la blanche. Mais les Vénètes étaient ces autochtones qui habitaient cette région auparavant. Il se trouve aussi que si vous êtes à la télévision, c'est que vous avez gagné un festival, je crois, de chansons ce jour-là. Absolument. Il y avait le premier festival de la chanson de Rennes, qui existe toujours, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Et il y avait quelqu'un qui nous avait inscrit comme... parce qu'on chantait des chansons, groupe de rock'n'roll, et puis c'était la première... le premier festival, et il nous avait inscrit, et donc on est allé. On était en première partie, en deuxième partie, je me souviens, c'était très sérieux, il y avait déjà Claude François qui passait. Et puis on a gagné. À l'époque, on avait gagné en ancien francs 100 000 francs. On se croyait très riche. Et c'était formidable, quoi. Donc, comme on avait gagné, l'année d'après, on avait été invité automatiquement pour faire encore un coup. Et cette fois-là, c'était avec Sheila qui faisait une tournée en France avec un groupe qui s'appelait Les Guitares. Exactement, le premier groupe de Sheila qui l'accompagnait. Oui. Alors, il se trouve, Claude-Michel Schoenberg, que le rock, ça a marqué vos jeunes années. Vous écoutiez Radio Caroline, qui était la radio pirate. Tout le monde écoutait Radio Caroline, surtout quand on habite Vannes, parce que à l'époque, il fallait 9 heures de train pour aller à Paris, hein. Et c'était le train avec du charbon qui passait par la fenêtre, donc il fallait fermer la fenêtre. Et donc, c'était plus éloigné et plus isolé qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas la télévision. Et quand la télévision est arrivée, on a compris qu'il y avait une révolution dans l'air, parce que les bottes blanches de Courrèges ont mis 2 mois pour arriver de Paris à Vannes, en tant que mode,
Alors qu'auparavant, il fallait entre 6 et 8 mois pour que la mode de Paris nous arrive. Voilà. Alors il se trouve aussi que vous avez fait les discothèques, les mariages locaux, ce qui vous permettait de gagner votre vie gentiment. Mais oui, j'étais obligé, parce que mes amis aussi, parce que mon père est mort quand j'étais jeune. Il était accordeur de piano, donc artisan de l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de couverture sociale. Et quand il était mort, il était mort. Il n'y avait plus de rentrée, pas de pension, rien du tout. Donc, avec l'aide de mon frère et ma sœur qui travaillaient, qui ont aidé ma mère, je vivais avec ma mère, on faisait des petits boulots pour l'administration, du genre remplir les enveloppes pour le cadastre, on touchait 1 centime par enveloppe, donc il fallait bien se débrouiller. Et comme à la mort de mon père, ma mère m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ?» J'avais 14 ans. Donc, en 58, et j'ai dit « Moi, je vais être compositeur d'opéra. » Alors, évidemment, la pauvre, elle était consternée. Consternée. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'imagines que tu vas être un compositeur d'opéra, toi ?» Alors, j'ai dit « Oui, c'est ce que je veux faire. » Et mon frère est venu, mon frère aîné, qui, lui, argumentait également que c'est pas un métier, qu'on vit pas de ça, c'est pas possible. Et à la fin, au bout de nombreuses discussions, j'ai dit, écoutez, je vais poursuivre mes études, je vais finir mes études, mais quand j'aurai eu tous mes diplômes, là, je fais ce que je veux. Et on a eu cet agrément entre nous. Donc, j'ai continué des études, j'ai fait des études de mathématiques, j'ai fait préparation, j'ai passé des concours, et l'un des concours où j'ai été reçu à Paris, parce que je ne voulais pas aller à Paris, oui. Parce que moi j'avais mon groupe en Bretagne, et c'est grâce à ce groupe au mariage, comme vous l'avez dit, tous les samedis soirs, les vendredis soirs, les discothèques, c'est avec ça que je vivais, que je payais mes études. Voilà. Et vous avez même enregistré un 45 tours. Alors qu'en réalité, tout est simple, tout est simple. Tout est simple par les Vénettes. C'est votre seul 45 tours, je crois, de 66, Claude Michel Jeanneberg. C'est vieux et ça sonne vieux hein, dans mon casque. Hein. Oui. Donc, ça nous permettait de vivre, ça me permettait de vivre, de payer mes études. Et quand j'ai fini et que j'ai eu mes diplômes, 1 an avant, un soir, quand je jouais quelque part, je ne sais plus trop où, un monsieur est venu me voir. Il m'a dit, c'est vous qui écrivez ça et qui faites, parce qu'il y avait des chansons en plus que le rock'n'roll traditionnel. J'ai dit oui, c'est moi, et le groupe, j'ai dit oui, c'est moi. Alors il me dit, ben, si vous venez à Paris un jour, venez me voir. Et il me tend sa carte. Et c'est comme ça que ça commençait, mais il faut savoir aussi que vous aviez des antécédents musicaux, parce que je crois que vos parents tenaient un magasin de musique, et que très jeune, vous avez découvert les pianos, Claude Michel Schoenberg. Absolument, parce que mes parents avaient un magasin de musique jusqu'en 1949, rue Biot à Vannes, mais les magasins de musique à l'époque, c'était vendre des partitions. Des petits formats. Des petits formats et des 78 tours. Et d'ailleurs, à 2 ans, vous lisiez les étiquettes de 78 tours sans savoir lire. Paraît-il, d'après ma sœur et mon frère, quand je voyais un disque, je ne savais pas lire, et en voyant la couleur de l'étiquette, je commençais à chanter la chanson qu'il y avait dans le disque. Incroyable, donc c'était vraiment fait pour ça. Vous avez appris le piano aussi, Claude Michel Schoenberg. On a tenté de vous imposer la méthode Rose, mais ça n'a pas vraiment marché. Non, parce que à 6 ans, ma mère m'a envoyé chez une prof de piano, parce que comme j'étais entouré de piano dans notre maison, je tapais partout, moi. Oui. Et pour la fête des mères, je faisais un petit morceau pour ma mère, plutôt que d'acheter un cadeau. De toute façon, je n'avais pas le pognon. Et donc, on m'envoie chez le prof de piano, une dame charmante, dont je me souviendrai toujours, qui s'appelait Mademoiselle Laroche, rue Saint-Vincent à Vannes. Et puis j'arrive, alors elle me montre, elle me fait les exercices, les gammes, et puis elle m'a dit, on va commencer par apprendre un petit morceau facile de Mozart. Ah, j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, moi. Je veux pas jouer du Mozart. Ni Mozart, ni Chopin et tout. Elle me dit, mais là,
J'ai dit, moi, je veux jouer ce que j'écris. Elle m'a dit, écoute, tu apprends à jouer au piano, tu apprends Chopin, tu apprends Mozart, et puis si un jour tu as envie d'écrire de la musique et de la jouer, tu le feras. Mais d'abord, tu apprends. Et finalement, vous avez fait semblant d'apprendre et puis vous avez commencé à composer vos musiques. Mais comment vous savez tout ça? C'est incroyable, ça. Ben oui, parce qu'on travaillait chez elle, donc je regardais la partition, parce que plus ou moins je vois où va la partition, mais je suis nul en solfège. Et je rentrais chez moi, j'habitais pas loin, je courais, je rentrais chez moi, je rejouais d'oreille tout ce qu'on avait appris pendant la leçon, je le répétais tous les jours, et la semaine suivante, j'arrivais et en faisant mine de lire, je rejouais la musique. Les prémices de votre talent. Et on va continuer à évoquer justement votre carrière à travers une autre date, le 2 février 1972. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude Michel Schoenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Michel Schoenberg. Nous évoquerons tout à l'heure bien sûr Les Misérables, puisqu'ils reprennent à Paris dans une nouvelle version, et Les Misérables, vous en êtes le compositeur, mais on en revient à votre parcours, qui a débuté à Vannes et qui est venu à Paris. Et j'ai trouvé une date importante, parce que je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de la musique qu'il y a eu un tel événement. Le 2 février 1972 est sorti un album réalisé en un temps record. Qui est seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié. Gilbert Bécaud, il se trouve que cet album a été enregistré avant l'Olympia et est sorti le soir de la première à l'Olympia, le 2 février 72, Claude Michel Schoenberg. Absolument, ça m'épate d'écouter ça, parce qu'en fait le son est de très bonne qualité, et en plus, c'est-à-dire que l'avant-première était lundi soir. Oui. Et un jour, je sais pas pourquoi, il y avait un jeune mec chez Pathé qui s'appelait Jean-Pierre Pont, qui avait de très bonnes relations avec Rideau Rouge, qui était la compagnie qui publiait Gilbert. Et il a contacté Bertrand de Labbé, et il m'appelle tous les deux. Il me dit, dis-moi Claude Michel, Gilbert fait l'avant-première le lundi soir. On voudrait poser un défi. Est-ce que tu crois que le disque peut être en vente le mardi soir à l'Olympia? À l'époque, c'était les disques de vinyle, hein. Oui. Un grand album. Et je leur dis, si on est bien organisé, oui, sûr. Alors, on m'a posé le pari. Gilbert était un peu inquiet. Mais j'ai dit, t'es sûr que je dis, tu chantes bien, on fait un bon album. Voilà. Et donc, vous avez enregistré l'album dans les conditions du direct pendant les répétitions? Non, le lundi soir. Le lundi soir. Et je crois que vous avez ajouté des applaudissements qui venaient d'un Piaf. Ça, c'était pour Thierry Leluron. Ouais. C'est extraordinaire. Et l'album est sorti dans les délais. Absolument. Donc, le lundi soir, je suis allé avec le preneur de son. C'était Roger Roche, je crois. Oui. On est allé enregistrer à l'Olympia, le tour de chant de Gilbert. Après, on est allé au studio rue de la Gaîté. Donc, il était 1h du matin, le temps de démonter tout et de partir. Et toute la nuit, j'ai écouté les bandes, mais évidemment, c'était des prises de son en direct. Ouais. Hein. Il n'y avait pas de mixage à faire, il fallait juste éditer. Et vers 8-9 heures du matin, j'ai confié les bandes à Jean-Pierre Pont, qui est allé aux usines de Pathé Marconi, à Chatou, et il les a fait graver. Et c'est sorti le soir même. Et le soir même, ils étaient en vente à l'Olympia. Évidemment, la pochette était prête et tout ça. Et le lendemain, j'ai reçu un télégramme où c'était marqué « Merci, Chanchon ». Gilbert. Voilà, magnifique. Et vous l'avez conservé. Alors tout ça a commencé effectivement parce qu'on est venu vous voir à Vannes, qu'on vous a proposé de travailler à Paris chez Pathé Marconi et que vous avez attendu 1 an, Claude Michel Schoenberg. Oui, parce que ce monsieur qui m'avait donné sa carte, comme je l'ai dit, qui s'appelait monsieur Jacques Sclingant, c'est un monsieur qui chez Pathé était le directeur de la partie artistique. Il avait fait des grands coups avec
l'Olivier irlandais. Bourvil, oui. Oui, et parce qu'à l'époque, il faisait enregistrer par tout le monde la même chanson. Oui. Donc Franck Pourcel, Annie Cordy, Bourvil, Louise Mariano. La balade irlandaise, ça La s'appelle. balade irlandaise, et puis il y avait Cigarette, Whisky et Petite Pépé, toutes ces choses-là, c'est lui qui organisait ça. Et il avait, je vais le voir quand je suis à Paris, il me dit, écoutez, j'aimerais bien que vous veniez travailler avec moi parce que je viens d'engager un jeune homme pour renouveler la partie artistique de la maison. Il s'appelle Michel Berger. Oui. Il a 17 ans et j'aimerais bien que vous aussi, vous veniez vous joindre à nous. Et je dis, ben, je suis honoré, c'est tout ce dont j'ai envie, mais j'ai promis à ma mère de finir mes études. Il m'a dit, c'est quand? J'ai dit, c'est dans 10 mois. Il m'a dit, bah, pas de problème. Vous finissez vos études et vous venez ici. Et c'est comme ça que vous avez pris un métier qui était encore artisanal que Michel Schoenberg. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Il y avait une technologie, mais on enregistrait en 2 pistes ou en 3 pistes, alors qu'aujourd'hui, c'est infini. Et j'ai appris mon métier de studio. C'est-à-dire comment me comporter en studio, quels sont les rapports qu'on a avec les artistes, comment les manipuler pour les amener exactement là où on veut, et puis de comprendre qu'est-ce que c'est le studio, les preneurs de son, quand on dit de rajouter des aigus ou de la compression, c'est un métier qui s'apprend. Donc j'étais une grenouille de studio pendant des années. Oui, il fallait aussi avoir une oreille particulièrement attentive. Mais oui, parce que évidemment, quand c'est juste ou c'est pas juste, ou qu'il y a une erreur, il faut pouvoir arrêter tout et le notifier immédiatement. Moi, je me souviens de Sheila qui m'a raconté un jour qu'un ingénieur du son entend quelque chose de pas normal, alors que personne n'a entendu. Ils ont écouté les bandes à plusieurs reprises et ils se sont aperçus qu'un des musiciens avait un transistor et écoutait les résultats du tiercé et que ça s'était enregistré. Tout est possible. Alors, il se trouve aussi que c'est une époque où il fallait sortir un 45 tours tous les 3 mois. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, Claude Michel Schoenberg. Oui, c'est sûr. On travaillait avec des 45 tours simples ou des super 45 tours. Simple, c'était 2 chansons, une face A, une face B. Donc quand on avait la possibilité d'avoir un tube, on faisait la face A et n'importe quoi passait bien pour la face B. Donc souvent on écrivait nous-mêmes la face B. Vous avez rencontré des inconnus, je crois que vous avez connu les Roche-Martin à leur début, c'est-à-dire Véronique et Violaine Sanson ainsi que François Vernen. Absolument, parce que j'ai commencé à travailler avec Michel. Donc, comme on s'entendait très très bien, on avait décidé de partager un bureau pour nous deux. Et tous les jours, on allait déjeuner chez la mère de Michel, qui habitait dans le 17e, pas très loin de chez Pathé-Marconi. On avait établi un genre de concours, c'est le matin en arrivant au bureau, et on montrait l'un à l'autre la chanson qu'on avait écrite pendant la nuit. Et là, évidemment, à chaque fois, j'étais subjugué par Michel. C'était le petit prince de la musique qu'il était. C'était incroyable. Et c'est un moment merveilleux. Et un jour, Jacques Sklingan nous a dit « J'avais signé un groupe avant que vous arriviez. J'aimerais bien que vous en occupiez. » Et donc, c'était les Roche-Martin. Il y avait Véro, il y avait Violaine, il y avait Jean-François. Et on a commencé à travailler avec eux. Voilà. Et il se trouve aussi que Michel Berger avait enregistré, je crois, un disque de Bourvil, Les Girafes. Et c'est grâce à ce disque qu'il a pu lui-même faire son premier 45 tours, qui s'appelait L'amour, tu n'y crois pas. Alors, je sais, quand je suis arrivé chez Pathé, il avait déjà enregistré 1 ou 2 45 tours quand il avait 16 ans. C'est ça. Mais c'était avant que j'arrive. C'était très twist. Exactement. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il a fait ensuite. Alors, et les Girafes au long cou, c'est quelques années après qu'il l'a fait. Alors, il se trouve que vous avez écrit des chansons, et puis un jour, vous avez sauté le pas et enregistré une première chanson. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Cette chanson est devenue un classique, on l'entend encore aujourd'hui, l'été, dans les discothèques, c'est assez étonnant. Mais oui, quand je l'écoute comme ça, je me dis elle n'est pas démodée, parce qu'elle est intemporelle.
J'ai pas essayé d'être à la mode, d'être au disco, d'être n'importe quoi. Alors, évidemment, j'écrivais des chansons pour pas mal de gens. Et puis un jour, j'ai écrit cette chanson. Et puis on me dit, mais c'est pas une chanson, ça. Ça dure 5 minutes. Ça finit par 1 minute d'orchestre. Il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, mais c'est impossible. Impossible, ça ne se passera jamais. Alors je dis, ah bon. Et puis un jour, déjà Alain Boublil vient me voir et me dit, bah, t'as qu'à la faire toi-même. J'ai dit, mais je veux pas être chanteur, moi. Parce que pendant la Révolution française, je faisais le roi Louis XVI. On va en parler justement tout à l'heure. Et soir après soir, dépassé le 2e soir, je m'ennuyais terriblement de devoir refaire la même chose. Et j'ai compris que ce métier de chanteur, sur scène en train de refaire les mêmes chansons, ce n'était pas pour moi du tout. Oui, mais le premier pas est sorti et à la surprise générale, ça a été un immense succès. Parce que Alain m'a dit, mais fais-le. Alors j'ai dit, mais je veux pas être chanteur, surtout. Il m'a dit, mais personne ne veut la faire, ta chanson. Donc, alors j'ai dit, bon, d'accord. Et donc, Alain et son beau-père, Franck Pourcel, m'ont produit cette chanson en 1974. Et puis, on est devenu numéro 1 pendant 16 semaines. C'était une aventure surréaliste. Et comment vous expliquez que cette chanson est arrivée au bon moment? Il y avait quelque chose de différent? Ben, je sais pas. Vous savez, quand on écrit des trucs, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Hein. Oui. Moi, je pensais que c'était sympa d'écrire ça, que ça n'avait jamais été dit de façon aussi directe. Et puis, j'étais à l'époque pour que les paroles de chansons ne soient pas les paroles un peu poétiques qu'on écrivait avec des métaphores. Moi, j'étais toujours pour utiliser les paroles de la vie. Et j'étais content, plus c'était pas sophistiqué, mais c'était pas une chanson habituelle. Voilà. Oui, vous n'avez pas fait que des choses habituelles, et il y a un déclic qui s'est produit, on va l'évoquer à travers une autre date, le 1er mars 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude Michel Schoenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Michel Schoenberg. Alors, nous avons évoqué votre parcours de directeur artistique, de chanteur, et quand je parle du 1er mars 1962, ça vous étonne, parce que c'est le jour de la sortie d'un film qui a marqué votre vie. Car je crois, Claude Michel Schoenberg, qu'en voyant West Side Story, vous avez eu un déclic important dans votre métier, dans votre vie. Absolument, comme Alain Boublil d'ailleurs. Oui, exactement. J'étais étudiant à Rennes en prépa, et je vois un truc qui s'appelle West Side Story au cinéma. Et puis le titre me plaisait bien, et puis c'était musical, donc j'y vais à la première séance. Et puis je n'avais pas l'habitude, après ma vie à Vannes, d'avoir le cinéma permanent. À Vannes, il y avait la séance à 20h30 et terminait à 11h30, c'était tout. Et là, je m'installe à 1h30. Alors, d'abord, un camion m'est passé dessus quand j'ai regardé le film. J'ai trouvé ça, mais un choc, vous ne pouvez pas savoir. Et puis à la fin, je vois, il y a des gens qui restent. Je me dis, ah bon, il le repasse. 2e séance, 3e séance, et puis il était déjà près de 11h30 du soir, donc je suis rentré. Mais j'ai compris le truc, le lendemain je suis revenu à 1h30, et je me suis retapé encore 3 séances. Et puis dès que j'ai pu m'offrir le disque, où est-ce que je l'avais trouvé, évidemment, tout de suite, je l'ai acheté, mais la façon de concevoir les chansons, les orchestrations, les compositions de Bernstein, ça m'avait complètement bouleversé. Puis j'avais découvert une forme d'expression artistique que je ne connaissais pas du tout. J'avais vu des comédies musicales avec Ginger Rogers et Fred Astaire en noir et blanc au cinéma. Enfin, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Ça m'intéresse toujours pas. Mais par contre, West Side Story, quand elles chantent toutes les deux Boy Like That, et quand la fille arrive, je sais plus, c'est pas Maria, c'est Anita, quand elle arrive
sur le refrain. Ta-di-da, ta-da. Ah, j'ai cru m'évanouir. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une autre anecdote sur West Side Story. Quand la comédie musicale a été montée à l'Alhambra, Régine vient en coulisses et voit les danseurs s'échauffer sur un rythme qu'elle ne connaît pas. Elle se renseigne, elle a fait venir le disque à Paris, elle l'a passé dans ses discothèques et c'était le twist. Et c'est comme ça que le twist est né en France, parce que Régine a vu la répétition de West Side Story. Ah bon, elle m'a jamais raconté ça. Ah, c'est authentique. Parce que Régine a été une de mes clientes. Exactement, oui. Très gentille, on a eu toujours de très bons rapports. Alors ça, c'était un choc musical, mais il y en avait eu un avant, Claude Michel Schoenberg, en écoutant ceci. Madame Butterfly, que vous avez vu, je crois, à l'âge de 5 ans, à l'Opéra Comique. En 1949, à l'Opéra Comique, ma mère m'avait amené... j'étais allé voir Carmen et Madame Butterfly. J'avais 5 ans, et je peux encore vous décrire le décor, aujourd'hui, de Madame Butterfly. Je l'ai exactement encore en mémoire. Et l'arrivée de Butterfly... avec toutes ses suivantes, et ça m'avait, comme West Side Story, ça m'avait subjugué. Et à la fin, d'ailleurs, quand le public a applaudi les chanteurs, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi on les félicite? Alors elle m'a dit, mais c'est les chanteurs, ils viennent de chanter. J'ai dit, oui, mais oui, celui qui a écrit ça, qui a fait ça, j'avais 5 ans. Hein. Elle m'a dit, oh, il est mort il y a 23 ans. Puccini était mort en 26. Et j'ai dit, bah oui, mais il faudrait qu'on descende un grand portrait de lui et les gens devraient applaudir lui et non pas ceux qui sont arrivés pour chanter ce qu'il a écrit. J'étais déjà obnubilé par le créateur et le compositeur. Il se trouve que Puccini, on a un enregistrement où on entend quelques secondes de sa voix, c'est le seul. Il a enregistré au studio de la Columbia à New York en février 1907 une phrase, America Forever, et c'est la seule façon d'entendre aujourd'hui la voix de Puccini. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, moi, j'ai entendu des enregistrements où il jouait au piano. Oui, mais là, il parle. Oui, il parle, non. C'est le seul. Alors, ce jour-là, vous avez donc essayé de devenir compositeur et vous avez commencé, Claude Michel Schoenberg, à diriger des orchestres dans votre chambre. Oui, devant le gramophone, parce que, donc, après la boutique de mes parents, et j'avais plein de disques, j'avais 3 opéras, mais à l'époque, un opéra, c'était une valise, parce qu'il fallait changer de côté toutes les 3 minutes. Donc il y avait les Contes d'Hoffmann, il y avait Carmen, il y avait Madame Butterfly, et chacun représentait 15 ou 20 disques. Et je dirigeais parce que je connaissais par cœur. C'est fou, hein? J'adorais ça. Et puis, donc je me mettais devant l'appareil, et puis, comme j'avais vu au cinéma, je dirigeais. Quoi. Et résultat, beaucoup plus tard, vous vous êtes inspiré de Madame Butterfly pour écrire ce spectacle musical, cet opéra musical. Un extrait de Miss Saigon au Sydney Opera House, qui est donc un opéra que vous avez écrit en pensant à Madame Butterfly. Absolument, on est passé à l'Opéra de Sydney il y a 2 ans, j'y étais d'ailleurs. C'était il y a 1 an et demi, c'était magnifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Puccini, en 1902, a essayé d'écrire Les Misérables. Oui. Et avec ces 2... ceux qui écrivaient les paroles avec lui, Illica et Giacosa, ils ont décidé que c'était trop compliqué comme histoire. Ils ont laissé tomber, ils ont écrit Butterfly. Oui. Donc on peut le remercier pour ne pas avoir écrit Les Misérables et pour avoir écrit Butterfly, parce que c'est à partir d'une obsession que j'avais de actualiser Butterfly que j'ai écrit Miss Saigon. Et Miss Saigon, ça se passe en 1975, quand la ville tombe aux mains des communistes. Oui. C'est un drame que vous avez composé, qui est un gros travail. Oui, mais c'était d'abord... J'avais dit à Alain que... Parce que quand je dis mon collègue, il n'y a qu'Alain, il n'y a personne d'autre. Alain Boublil, oui, qu'on a reçu dans les Clés d'une vie, oui. D'ailleurs, qui nous a parlé de vous.
Bon, bah, j'espère bien. Il y avait intérêt, oui. Lui, c'est ma vie, moi, je suis sa vie aussi. Voilà. Donc, j'avais dit, Alain, j'aimerais bien qu'on fasse une adaptation de Madame... Alors, il me dit, oui, mais où, quand? Alors, je cherchais. Et un jour, j'ai vu dans un magazine cette photo d'une femme qui quittait à l'embarquement de Saigon sa fille de 11 ans, et elle avait cherché pendant des années le père qui était un ex-GI avec qui elle avait eu une aventure, et à la suite de quoi elle était enceinte de cet enfant, et elle cherchait le père parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant vive au Vietnam, mais vive en Amérique, qui était un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'elle pouvait lui offrir. Et je me suis dit, mais c'est un sacrifice énorme. Et en tant que père, je ne me vois pas devant mon petit garçon, en sachant que je ne le verrai plus jamais. Et en tant que petit garçon ou petite fille, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être d'être devant sa mère et savoir qu'on ne la verra plus jamais? Ça doit être terrible. Et c'est là que j'ai fait le parallèle entre le sacrifice de Butterfly pour son garçon et le sacrifice de cette femme vietnamienne. Alors ce spectacle, on le connaît peu en France, j'ai fait mes calculs, il a été joué entre Londres et Broadway à peu près 8000 fois, ce qui est énorme. Ah oui, non, mais c'est un spectacle qui est toujours représenté. Actuellement, il y a une tournée en Asie du Sud-Est qui marche très très bien. Il y a un projet de le faire revenir en Europe l'année prochaine, en 25. Et on a eu l'année dernière, dans un théâtre très prestigieux d'Angleterre, alors une version intéressante, parce qu'elle était très moderne et très contemporaine, je veux dire sur le plan des décors, parce qu'il faut dire que dans notre gros truc, là, il y avait un hélicoptère qui se posait sur scène. Eux, ils l'ont fait sans hélicoptère et sans tout le spectaculaire de Broadway, mais qui était formidable, qui était un énorme succès. Alors le déclic, effectivement, c'est Alain Boublil, et tout a commencé avec ceci. Français, serrons-les-rangs, mettons nos forces en commun. Français, La Révolution française, et c'est vrai que vous avez commencé à travailler avec Alain Boublil sur ce spectacle, parce qu'il vous a un jour contacté, vous aviez sympathisé tous les deux avec grâce à des chansons. Oui, on se connaissait déjà depuis quelque temps, parce que c'est lui, la première fois, qui m'a appelé. Parce que j'avais écrit pour une chanteuse qui s'appelait Patricia, une chanson qui s'appelait « Tous les jours à 4 heures », qui était chouchou à l'époque. De Salut les copains. De Salut les copains. Et Alain m'appelle parce qu'il était très intrigué par cette chanson, et on s'est revus, on a discuté, on avait beaucoup d'affinités. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, j'en ai assez d'écrire des trucs de 3 minutes, avec une intro, un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, un changement de ton, un refrain et la fin. J'ai dit, ça, j'en peux plus, c'est toujours la même chose. Alors, il m'a dit, moi aussi, si on pouvait faire quelque chose de plus important que ça. Alors, je dis, oui, il faut absolument. Alors, on a vu West Side Story, évidemment, c'est ce qu'on rêvait de faire. Mais c'était beaucoup trop savant pour nous. Et un jour, il était à Broadway, et il voit Jésus-Christ Superstar. Et il revient me voir et il me dit, tu sais, il y a 2 mecs en Angleterre qui sont comme nous, des types qui viennent de la chanson et qui ont fait une série de chansons et en ont réussi à faire une comédie musicale. J'aimerais bien qu'on puisse faire la même chose. J'ai dit absolument. Et comme il était féru d'histoire, il a dit, on n'a jamais rien fait sur la Révolution. Alors j'ai dit, ah bah oui, c'est intéressant. Et donc on s'est mis au travail avec Raymond Jeannot pour la musique et avec Jean-Max Rivière pour les paroles. En une après-midi, on a découpé toute la Révo en 24 chansons. Et puis voilà, on les a écrites pendant 1 an. Et ça a été, je crois, 500 000 albums vendus à votre surprise générale. Ben oui, c'est... Quand l'album est sorti, on s'attendait à rien, nous. Et puis tout d'un coup, 2 mois et demi après, Alain me dit, tu sais qu'on a vendu 500 000 albums sans publicité, sans rien. Et quelques semaines ensuite, c'est quelqu'un qui nous appelle et c'était Jean-Serge, d'Europe numéro 1, qui nous dit, pourquoi vous ne en faites pas un spectacle? Évidemment, on a sauté sur l'occasion. Tout l'été, avec Alain,
lui et moi, parce que les autres, ça ne les intéressait pas trop, on a passé nos journées à construire un spectacle avec des liaisons et puis une action. Et on a réussi à donner le spectacle mis en scène par Michel Doré au Palais des Sports. Et qui a été un triomphe, premier triomphe d'une longue série, puisqu'on va évoquer maintenant Les Misérables à travers la date du 20 novembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Claude-Michel Schoenberg. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité exceptionnel, Claude-Michel Schoenberg, parce qu'on vous voit rarement derrière un micro, vous êtes plus derrière votre piano. Donc le 20 novembre 2024, Les Misérables au Châtelet, une reprise, je dirais presque pour boucler la boucle, puisque c'est une nouvelle version en français, et ça c'est une chose qui ne s'est jamais faite depuis 1980. C'est-à-dire que nous avons eu une version en français, mais de la production anglaise, qui a été traduite par Alain en 91, mais qui n'a pas fait plus que son temps, qui était prévu. À Mogador, je crois. À Mogador, mais on n'a jamais eu une production totalement française, avec un nouveau décor, avec une nouvelle équipe créatrice, pardon. Donc c'est la première fois qu'on va voir l'essence même de ce spectacle. Et surtout, c'est très bizarre parce qu'on vient de terminer un album qu'on va sortir en avance. Et quand j'écoute chanter en français, dans le français, il y a un tas de choses que les Anglais n'ont pas. C'est-à-dire que un des gros succès mondiaux de ça, c'est une chanson qui est chantée dans beaucoup de pays où les gens protestent, qui s'appelle « Do you hear the people sing ?» Et en français, c'est « à la volonté du peuple ». Et quand les chœurs chantent « à la volonté du peuple », il y a quelque chose de revendicatif qui était extraordinaire. On l'écoute. C'est effectivement extraordinaire, on le retient tout de suite. Moi j'ai choisi ce morceau sans savoir que c'était un succès international. Mais oui, parce que ce soit en Turquie, à Taïwan, en Amérique du Sud, en Thaïlande, quand il y a eu des protestations, en Amérique du Sud, c'est-à-dire au Chili, au Venezuela, en Argentine, les gens chantent ça dans la rue. J'étais une fois à Santiago du Chili, et puis c'était un dimanche. Et je dis à ma femme, on va aller se promener dans le centre. Et le type de l'hôtel nous dit, surtout pas, il y a comme tous les dimanches, il y a des manifestations. J'ai dit, bon, on va y aller, au contraire. Alors on est arrivé sur un pont, et dans une grande allée, il y avait des autopompes, comme dans Tintin, qui étaient en train d'arroser les gens. Et puis j'entends un groupe qui avance et qui chante la Canción del Pueblo. Parce que c'est ça le titre en espagnol. Et ma femme me dit, mais n'y va pas. Si ils savent que c'est toi qui as écrit, ils vont t'arrêter. Et c'est merveilleux. Une fois, je suis allé aider à Caracas des jeunes producteurs qui ont monté Les Misérables. Personne ne voulait me vendre d'abord de billets d'avion parce qu'ils me disaient que pour votre monde, ils vont vous couper la main. Alors j'y suis allé, on s'est bien occupé de moi, et sur scène, il chantait la Canción del Pueblo. Et la première fois qu'au cours du spectacle, la chanson a été chantée, le théâtre était très grand, c'est le Teresa Carreño, et j'ai vu 3000 personnes se lever et chanter avec la troupe. C'était extraordinaire. Et les membres de la troupe me disaient qu'ils avaient tous un ami qui avait été tué pendant les manifestations, et ils chantaient cette chanson. Incroyable. Alors il se trouve que c'est une nouvelle version qu'on découvre, une nouvelle mise en scène. La musique n'a pas changé. Alain a changé quelques paroles, a refait le texte. Non, Alain a beaucoup travaillé. Oui. Ah oui, il a beaucoup travaillé. Alors parfois,
sur des détails, parfois sur des grandes idées. Non, non, il a beaucoup travaillé. Et vous-même, c'est votre musique telle qu'elle était. Moi, je suis peinard, moi. Vous êtes tranquille. Alors, il faut savoir quand même que ça a été un travail de titan. Quand vous avez composé Les Misérables, d'abord, il y a eu des mois de travail pour choisir les textes, et ensuite, les mélodies, ça a été aussi une immense précision, Claude Michel. C'est-à-dire qu'avec Alain, d'abord, on a lu 2 fois le bouquin, pour en retirer la substantifique moelle. La substantifique moelle. Et quand on a décidé que tout serait basé sur la poursuite de Valjean par Javert, on a suivi cette ligne rouge en éliminant tout ce qui venait nous déranger. Parce qu'il faut choisir. Les Misérables, il y avait 32 versions cinématographiques à l'époque, mais il y a toujours une vision de raconter l'histoire, parce que si on essaye de raconter le bouquin, on fait un film qui va durer 6 mois. Donc tout ce qui dérangeait notre vision, la description des égouts de Paris, la bataille de Waterloo, quand il y a la section de Valjean, Tempête sous un crâne, qui dure 180 pages, on a tout arrangé pour en faire un spectacle. Et ça nous a pris des mois et des mois de discussion. Mais on n'écrit pas un script, nous. On décrit exactement ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire qu'il arrive, il la regarde, il est fâché, il lui dit que, elle est vexée, elle se retourne. On décrit tout. Et comme on vient du rock'n'roll tout de même, où 90% du temps, on fait une musique sur laquelle on met des paroles, moi je commence par la musique, connaissant parfois un début de phrase qu'Alain m'a donné, ou connaissant si bien la situation que je peux décrire en musique la situation dont on a parlé tous les deux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, je me souviens très bien, personne ne croyait aux Misérables. Robert Hossein l'a monté, ça a été un triomphe. Oui. Personne ne l'imaginait, Claude Michel Schoenberg. Non, absolument. Une fois qu'on a terminé l'écriture, c'est-à-dire on a mis 2 ans pour écrire tout ça, 2 ans et demi. Moi, j'ai enregistré une bande où je joue au piano et où je chante tous les rôles et tous les chœurs. Donc la bande faisait 2h10, quoi. Et puis voilà, plus personne. Pendant 2-3 mois, Alain et moi, on était assis au bureau, on attendait que le téléphone sonne, et ça sonnait pas parce que les gens, ça les intéressait pas. La comédie musicale, Les Misérables, c'est trop long, ça va être barbant et tout. Et c'est encore Jean-Serge qui nous a téléphoné et qui nous a dit, mais on va demander à Robert Hossein, hein. Et on a dit, mais Robert Hossein, il va pas vouloir. Alors, il dit, essayons. Bon. Et puis Robert arrive au bureau et il nous dit, écoutez, hein, moi les trucs chantés, ça me plaît pas du tout. J'en veux pas. Mon père est compositeur. Si j'avais voulu un truc chanté, il y a longtemps que j'aurais demandé. Il a dit, mais enfin, par curiosité, je voudrais écouter, parce que mettre Les Misérables en musique, c'est très bizarre pour moi. Alors, il s'est assis, et c'est la première et la dernière fois que pendant 2 heures, je l'ai vu immobile, sans rien dire. Parce que après, ça a été un volcan. Oui, on connaît. Et il l'écoute, et il nous dit, mais dites-moi les petits gars là, c'est un opéra que vous avez écrit, c'est le Consul de Menotti. Eh ben je vais vous le faire. Et ça a été le triomphe au Palais des Sports. Et il y a eu un second coup de fil que vous n'attendiez pas, d'un monsieur que vous ne connaissiez pas, ni Alain Boublil, ni vous, Claude Michel Schoenberg, c'est Cameron Mackintosh, qui a encore changé votre vie. Alors Cameron, il était en Angleterre, il avait produit Oliver, le comédie musicale de Lionel Bart, qu'Alain avait vu, et voyant les petits-enfants, les 2 petits garçons sur scène, il a pensé à Gavroche. C'est fou, hein? Donc, il est revenu à moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses des Misérables? Je lui ai dit, ah, c'est formidable, ça n'a jamais été fait. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, bah, allons-y. Et là, après, on est parti pour 3 ans.
Et c'est vrai qu'il vous a contacté et il a dit « Votre spectacle est formidable, mais c'est un brouillon, Claude Michel Schoenberg. » Exactement, parce qu'un jeune metteur en scène hongrois de Manchester était venu à Paris, avait vu Les Misérables et avait acheté le concept album. Rentré en Angleterre 2 ans après la fermeture des Misérables à Paris, donc en 83, il va voir Cameron, il lui dit « Je voudrais monter ce spectacle, est-ce que vous voulez le produire ?» Et il lui donne l'album. Cameron le prend et lui dit « Mais c'est français, ça ?» Il a dit « Oui. » Il a dit « Une comédie musicale en français, par des Français, c'est une contradiction en soi. » Et puis il l'a mis de côté, il ne l'a pas écouté. Et 15 jours après, il était chez lui, il pleuvait, c'était un dimanche après-midi, il s'ennuyait. Et puis il a dit « Je vais mettre de l'ordre dans mes disques. » Donc il commence à prendre des disques. Et puis il retombe sur ce album blanc. Il se dit « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Ce truc, par curiosité, il l'a écouté. Et il m'a dit que ça commençait par l'usine, la journée est finie. Ensuite, il y avait J'avais rêvé d'une autre vie. Il m'a dit à la fin de la chanson, j'étais liquéfié. Et comme depuis West Side Story également, j'avais jamais entendu ça. Il a dit, j'ai décidé tout de suite que ça allait être mon prochain projet. Et ça vous a obligé, Claude Michel Schoenberg, à aller en Angleterre et à travailler complètement pendant des mois pour que le spectacle devienne véritablement international. Plus d'1 an. Plus d'1 an, on est resté là-bas. Parce que Cameron nous a dit, vous travaillez avec moi, mais il faut que vous soyez prêts à venir à Londres et tout le temps retravailler avec les gens que je vais vous présenter. Et ça a donné ceci. C'est un reportage le soir de la première à la télévision avec un extrait. Le soir de la première qui a été catastrophique parce que les critiques vous ont démoli, Claude Michel Schoenberg. Eh bien, la première, d'un point de vue public, c'est un triomphe. Oui. Triomphe. Et le lendemain, évidemment, je me précipite le matin voir les journaux et je vois qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une mauvaise comédie musicale anglaise, une comédie musicale française. C'était pas bon. Il y avait un autre qui nous appelait The Clums, qui veut dire en anglais les épouvantables et minables. Un autre qui disait qu'on était un gibberish, qu'en anglais c'est le langage des petits-enfants, de chansons Europop, pas du tout intéressantes et primaires, et comment on avait osé toucher un patrimoine de la culture occidentale, comme ça. Et puis ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Alors, je discutais avec Alain, il me dit, je sais pas si dans 2 mois on sera toujours là, hein. Je dis, bah oui. Et Cameron a la tradition d'offrir un déjeuner à tous les gens qui ont créé le spectacle le lendemain d'une première. Et donc on déjeunait, c'était un peu enterrement, je dois dire. On n'était pas très fiers ni très gais, parce qu'on pensait que ça s'arrêtait là. Et puis Cameron, pour voir les conséquences de ces mauvaises critiques sur la location, appelle le théâtre et il n'arrive pas. Donc à la fin, il appelle, parce qu'il est très casserole de lait lui aussi, à la fin, il appelle le directeur du théâtre, il lui dit « Mais écoutez, si on ne peut pas joindre le box-office, on ne peut pas acheter de place, alors c'est pour ça qu'on ne vend pas de place. » Et l'autre lui dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, Cameron, le Standard est bloqué. On a vendu 5500 places en 3 heures ce matin. » Incroyable. Et là, ça l'a fait réfléchir. Il a dit, mais c'est pas possible, ça. Après toutes les mauvaises critiques, il a dit oui. Même les mauvaises critiques donnent envie aux gens d'aller le voir. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est aujourd'hui dans 57 pays et ce sera à Paris à partir du 20 novembre au Châtelet jusqu'à la fin de l'année et sans doute plus tard parce que je suis sûr que ça ne s'arrêtera pas comme ça, Claude Michel Schoenberg. J'espère, parce que quand je vois le travail des gens du Châtelet, du metteur en scène Ladislas Chola, ils se donnent tous corps et âme à ce projet-là. Et vraiment, ça serait triste que ça ne soit pas récompensé. Je crois que ce sera récompensé, en tout cas je reforme le vœu. Et puis merci de tout ce que vous avez fait, de ce que vous allez continuer à faire, Claude Michel Schoenberg. Chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau, parce qu'il y en aura d'autres avec vous, vous serez le bienvenu dans les Clés d'une vie.
Je vous remercie, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.